Alors, je vais vous parler effectivement de l'appli Carte Vitale de manière assez générale, et puis vous verrez au fil de la présentation, bien, on zoomera vraiment sur le service qui est actuellement disponible. Je pense qu'il faudrait. C'est toi qui avances, Oui, Maud? voilà, ouais, Voilà. ça met un petit peu de temps. Donc, dans un contexte aujourd'hui, hein, où la majorité des personnes sont équipées d'un smartphone. On parle à peu près de plus de 80%. Et ces personnes utilisent quotidiennement pour les démarches administratives et aussi pour organiser leur parcours patient. Ben, l'appli Carte Vitale s'est imposée à nous un peu comme une évidence. Alors, c'est quoi? C'est un nouveau format pour la carte vitale et ça prend donc la forme d'une application pour smartphone. C'est un service qui permet l'identification numérique dans le monde de la santé. Donc, l'utilisateur, il est authentifié avant chaque utilisation et en plus, cette application, elle est accessible avec un code secret, ce qui permet de sécuriser les accès aux informations qui sont dans cette appli Carte Vitale. Alors, elle est déployée en complément de la carte vitale. Ça veut dire que personne n'est obligé de prendre l'appli Carte Vitale, c'est un acte volontaire. Elle est disponible pour tous les assurés qui ont plus de 16 ans et aujourd'hui, c'est uniquement pour les personnes qui sont dans 8 départements et on va ouvrir progressivement à d'autres départements, on le verra tout à l'heure, et l'objectif, c'est bien d'ouvrir France entière en 2025. Cette appli Carte Vitale, elle est disponible dans le monde libéral et bien sûr, on souhaite qu'elle soit disponible en établissement de santé. Ça n'aurait vraiment pas de sens pour une personne de présenter son appli Carte Vitale quand il va chez le médecin ou à la pharmacie et puis une carte en établissement de santé. Et donc la carte vitale, bien sûr, continue d'exister puisque on sait aussi que le déploiement de l'appli carte vitale va prendre un certain temps. On sait aussi qu'il y a des personnes qui ont plus de mal avec les outils numériques et donc on a pensé à eux, bien sûr, ils pourront continuer à utiliser la carte vitale. Alors, l'appli carte vitale, c'est un moyen d'identification électronique qui est largement porté également par la feuille de route numérique en santé. Il s'agit donc de la priorité 14 qui porte en fait deux priorités, hein, la diffusion et l'utilisation de l'appli carte vitale, mais également de l'identité nationale de santé. Et nous verrons tout à l'heure qu'il y a un lien entre les deux puisque l'appli Carte Vitale va aussi porter des informations sur l'identité nationale de santé. Globalement, c'est ce qui est retenu à travers d'ailleurs la feuille de route numérique en santé, c'est le service de référence pour l'identification et l'authentification des usagers du système de santé. Et on reverra tout à l'heure dans quel cadre. Donc, je vous le disais tout à l'heure, c'est la possibilité pour l'usager d'accéder donc depuis son smartphone au même service que l'appli Carte Vitale. Alors, je vais mettre un tout petit bémol dessus. Certes, pour les mêmes services, malgré tout, je vous le dis tout de suite, l'appli Carte Vitale ne porte pas les droits, alors que la carte vitale les porte, et on verra qu'elle porte les informations suffisantes et nécessaires pour appeler les services de droit en ligne, ce qui permettra d'avoir des droits toujours à jour. Et puis, cette appli carte vitale, elle va permettre aussi d'accéder à d'autres services, ce qu'on appelle des nouveaux services parce qu'ils ne sont aujourd'hui pas accessibles avec la carte physique. Donc, ce sera la possibilité donc, de se connecter à distance à des portails web ou à des applications sur smartphone, des applications qui sont dans le domaine de la santé et aussi du médico-social. Et puis, un petit peu plus long terme, l'appli Carte Vitale permettra également de déléguer l'usage de son appli à une autre personne de confiance. On pourra y revenir tout à l'heure. On prend souvent l'exemple qui est très parlant des enfants qui partent en vacances chez papy-mamie. Et bien, dans ce cadre-là, la carte vitale dématérialisée de l'enfant pourra être
prêter, on va dire, à une personne de confiance, donc là, en l'occurrence, au papy ou à la mamie. Alors aujourd'hui, l'appli Carte Vitale, elle permet d'authentifier le patient en proximité. Alors quand je dis en proximité, ça veut dire à côté du professionnel de santé. Donc le professionnel de santé devra avoir un équipement pour pouvoir réaliser cette authentification. Donc en ville, elle permet un peu plus, puisqu'elle permet de signer aussi la facture électronique, la feuille de soins électronique, dans le cadre donc de Sésame Vital. Elle permet aussi de consulter le résumé de facture. Ces fonctions, là aujourd'hui, donc l'autente de proximité, plus la signature et la consultation du résumé de facture, toutes ces fonctions vont s'enrichir au fil du temps. Donc une fonction qui va intéresser, je pense, les établissements, c'est que l'appli Carte Vitale, donc aux horizons fin d'année, début d'année prochaine, permettra d'inscrire les données de la complémentaire santé, et donc ça permettra, enfin les informations de l'appli Carte Vitale sur l'identité AMC permettront d'appeler les services, par exemple les services ROC, que vous connaissez bien. Toujours pareil, fin d'année, début d'année prochaine, l'appli Carte Vitale permettra de s'authentifier à distance. Donc ça, c'est une fonction qu'on appelle fournisseur d'identité. Et donc, un portail de préadmission, par exemple, ou de prise de rendez-vous pourra intégrer, on dit aujourd'hui un bouton qui permettra d'authentifier la personne à distance. Et donc, ce sera évidemment une authentification très fiable et qui permettra de récupérer aussi une identification très fiable. La délégation, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, en fait, le champ des possibles s'ouvre avec cette application, puisque vous pourrez imaginer assez facilement de gérer aussi des consentements. Alors, je sais que les consentements, il y a plusieurs types de consentements. Il y a des consentements un peu plus simples, des consentements très très forts, quand il s'agit de, par exemple, d'une autorisation à opérer. Donc, c'est des travaux qui vont être évidemment à étudier, mais on voit que le champ des possibles est ouvert, et on espère bien que dans les années à venir, on pourra s'engager dans des travaux de ce type-là. Ça dépendra aussi du besoin terrain, bien évidemment. C'est le terrain aussi qui va nous aider à cadrer toutes ces nouvelles fonctions-là. Alors, si on imagine le parcours de demain avec cette identification électronique, on se dit que le patient pourra présenter son appli Carte Vitale, donc y compris à distance, c'est-à-dire par exemple pour faire une démarche en ligne, genre faire une préadmission à l'hôpital ou prendre un rendez-vous à l'hôpital, ou se connecter à mon espace santé pour récupérer des données. Et puis, il pourra déléguer l'usage de son appli Carte Vitale dématérialisée ou celle de ses enfants à un bénéficiaire, enfin un proche de confiance. Pour faire un focus plus particulier sur l'authentification à distance, donc ce que j'appelle hors les murs, c'est bien quand la personne, par exemple, est chez elle. Je vous le disais, c'est un moyen d'identification électronique. Ça va simplifier et sécuriser les démarches qui sont faites en ligne. Il y aura deux modalités. Donc la première via France Connect. Donc ça, vous connaissez tous ce moyen d'identification. Donc ça veut dire que derrière France Connect, aujourd'hui, vous avez les impôts, vous avez Amélie, vous avez certains fournisseurs d'identité. Il y aurait également en plus celui de l'appli Carte Vitale, soit en direct. Alors en direct, ça veut dire qu'il n'y aurait pas besoin de passer par le bouton France Connect, mais on aurait directement un bouton, alors que j'ai appelé ici m'identifier avec mon appli Carte Vitale. Ce n'est pas forcément le visuel définitif. Et donc dans ce cas, le portail, le fournisseur de services, pourra récupérer l'identité donc civile, comme pour France Connect, mais en plus, là, il pourra récupérer des informations sur l'identité qu'on appelle l'identité AMO ou AMC. Et on reparlera un
petit peu juste après des différentes identités qui sont dans l'appli Carte Vitale. Donc voilà, ça a deux moyens différents. Avec France Connect, vous récupérerez que l'identité civile et par contre avec l'appli Carte Vitale Connect, on va dire, vous pourrez récupérer plus d'informations qui vous permettront d'enchaîner sur d'autres services en ligne. Alors, pour justement parler de cette partie, là, vraiment, c'est un focus sur le fournisseur d'identité appli Carte Vitale. Les fournisseurs de services dont on parle, là, qui sont concernés, ce sont vraiment les services qui permettent les démarches en ligne. Prise de rendez-vous, admission en ligne, mais ça peut être aussi du télésuivi, de la télémédecine, des portails aussi pour, par exemple, récupérer la satisfaction, l'expérience patient une fois que le patient est passé à l'hôpital. Donc, ils pourront intégrer ce fameux bouton d'authentification par l'appli Carte Vitale. Pour cela, ils devront être conformes à certains critères. Et ces critères sont en cours de définition. On sait d'ores et déjà qu'on aura des critères dans le domaine de la sécurité. Il y aura des critères aussi par rapport au respect de la loi informatique et liberté. Et également des critères éthiques. Donc, ils sont en cours de définition, ils sont déjà assez avancés, mais il reste encore des points à rédiger, à formaliser. Et on travaille donc sur ce sujet avec le ministère de la Santé. Et tout ça sera publié de manière réglementaire puisque ce sera un arrêté qui sera publié au JO. On vise la publication de cet arrêté en T2 2024. Et donc, la procédure pour se faire autoriser, elle sera publiée plutôt fin 2024. Donc, ça voudrait dire qu'à partir de là, vous pourriez dire, moi, je suis intéressée dans mon portail de préadmission de mettre ce bouton. On pourra vous accompagner. Les environnements de test seront prêts en même temps que la procédure d'autorisation. Par contre, il est probable que l'environnement de production soit ouvert avec un trimestre de retard, ce qui est plutôt, de décalage, pardon, ce qui sera plutôt quelque chose d'intéressant parce qu'on pourrait profiter ensemble, tous ensemble, donc de ce trimestre pour travailler en mode bac à sable ou en mode test, on va dire. Et donc, évidemment, on vous accompagnera autour de cette procédure d'autorisation. J'ai repris le schéma sur lequel on avait déjà communiqué ensemble. On voit que l'authentification à distance, elle peut être utilisée en amont. Là, c'est l'illustration, c'est vraiment une illustration d'un séjour hospitalier. Donc, en amont pour la prise de rendez-vous, pour la préadmission, pourrait avoir utilité intéressante d'utiliser l'authentification à distance. Je ne l'ai pas mis, mais ça pourrait être également pour le retour expérience patient ou pour le télésuivi médical qu'il peut y avoir en aval. En aval, oui, c'est bien ça. Et puis, il y a donc le service d'authentification en proximité qui, là, est le cœur, si tu cliques, s'il te plaît, qui est vraiment le cœur de notre webinaire aujourd'hui. Donc, maintenant, on va vous parler principalement et même quasi uniquement de l'authentification en proximité. C'est ce que l'on vous propose donc aujourd'hui pour travailler donc dans les mois à venir. L'authentification à distance, ce que je vous disais, c'est plutôt pour fin d'année 2024 et début d'année 2025. Le fait de travailler maintenant sur ce qui est dans le schéma présenté comme une étape 2 dans le parcours est quand même intéressant puisque quand vous ferez l'étape 1, la fluidification se fera assez naturellement en fait. Et je vais juste zoomer un peu sur sur les identités. Alors, les informations qui sont contenues dans l'appli Carte Vitale avec donc 4 identités. Donc, on a l'identité civile. Bon, là, c'est l'identité finalement c'est l'identité de la personne, on va dire. Il y a également, alors c'est bien de la personne, vous voyez qu'il y a un seul petit bonhomme là qui est affiché parce que c'est l'identité civile de la personne qui porte l'appli Carte Vitale, c'est-à-dire qui a le smartphone en fait et qui est l'utilisateur de l'appli Carte Vitale, de son application. Et donc, dans son application, elle aura donc son identité civile, son identité nationale de santé, son identité AMO qui permet
par exemple d'enchaîner avec des services de droit comme CDRI, et puis l'identité AMC qui permettra d'enchaîner sur des services comme ROC. Et donc il y a plusieurs personnes sur ces 3 dernières identités là parce que c'est à chaque fois un bloc de données qui correspond à chaque bénéficiaire. Donc dans une appli carte vitale, il y a le porteur et il y a également ses ayants droit qui sont également présents donc, dans l'appli carte vitale. C'est important de savoir, je pense que c'est plus pour tout le monde, c'est que ces données, elles sont stockées dans le smartphone. Elles ne sont pas stockées ailleurs, elles sont bien stockées dans le smartphone et évidemment, elles sont chiffrées, elles sont sécurisées. Justement, Laure, on a une petite question dans le chat sur ROC de Aurélien Cortial, pardon si j'écorche votre nom. Vous avez indiqué que les web services ROC seraient accessibles via les données issues de l'appli carte vitale. Est-ce que cela veut dire que la lecture data matrix de la carte mutuelle pourrait devenir facultative pour les assurés concernés? Alors je dirais oui, disons que le moment du déploiement de l'appli, les deux seront possibles. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question, du coup, on prendra l'un ou l'autre. Oui, bonjour, je vais un peu préciser ma question. Mmh. C'était plus est-ce qu'il va être possible en fait à partir de l'app CV de recueillir toutes ces informations-là et d'interroger les web services ROC dès la préade en fait, sans forcément que l'assuré ait sa carte mutuelle sur lui. Alors, si tu veux, je peux répondre, Laure, si tu veux. bah vas-y. En fait, ce qui est prévu, c'est que le volet d'identité AMC qui sera dans l'application carte vitale vont permettre en fait d'aller se connecter au service ROC. On aura, comme pour les données AMO, en fait, on n'a aucun droit dans l'application carte vitale, mais ça sera juste les données d'identité pour permettre d'accéder aux serveurs ROC. La question, je pense, elle était plutôt. Et donc du coup, on pourra utiliser l'un ou l'autre. En fait, il y aura toujours les deux qui seront possibles. D'accord, ok, très bien, merci. Et donc, je vais juste faire un zoom derrière sur l'identité nationale de santé parce qu'il y a quand même quelque chose à savoir. Donc, aujourd'hui, l'INS est inscrit dans l'appli carte vitale des personnes qui en ont une. Donc, pour les personnes et également pour les bénéficiaires. L'identité, elle est vraiment inscrite dedans. Par contre, se pose la question du statut de l'INS qui est remonté de l'appli carte vitale. Donc, il y a des discussions encore sur le sujet dans le sens où c'est le référentiel c'est le référentiel INS qui va être publié au JO, donc ce sera la version 2 qui est en cours de rédaction, qui va finalement officialiser le statut de ces INS en fait, qui sont lus de l'appli carte vitale. Donc globalement, les discussions elles sont claires sur l'INS de l'utilisateur. Le statut sera qualifié. Donc c'est assez pratique, j'imagine, pour vous, puisque à chaque fois, les établissements récupéreront directement un INS qualifié. Il y aura donc une simplification des démarches de l'identité-vigilance derrière. Sur l'INS des ayants droit, donc je parle des ayants droit qui sont hébergés dans l'appli de leur ouvrant droit. Par exemple, un enfant de 5 ans dans l'appli de sa maman, voilà. Il y a quelques discussions. Donc, aujourd'hui, ce qui se profile là-dessus, les discussions ne sont pas totalement fermées encore. Le statut serait soit récupéré, soit qualifié. Aujourd'hui, ça pourrait être en fonction du choix du PS. Tout ça est encore en discussion et en fait, c'est vraiment le référentiel INS Identito-Vigilance, donc INS V2, qui sera ce qui donnera en fait la bonne parole. Ce référentiel INS, il est, je crois, aujourd'hui à la CNIL. Il devrait être publié également en T2 2024. Donc voilà, je voulais vous dire, l'INS de l'utilisateur sera qualifié, c'est une excellente nouvelle. Pour l'ouvrant droit, il y a encore quelques discussions à avoir et donc il faut attendre que ces discussions se terminent et donc en T2 2024, on saura si la fumée
et blanche ou noire. Ou grise. On a une question aussi de Monsieur Richard Gilles. Du coup, si les données sont stockées sur le smartphone, en cas de changement de téléphone, comment cela se passe? C'est une récupération en une fois depuis les serveurs d'identité? Alors, c'est en fait une appli carte vitale ne peut être que sur un seul smartphone à la fois, et donc la personne devra se activer, télécharger l'appli bien sûr sur son nouveau smartphone, l'activer, c'est-à-dire se réenrôler, et ça détruit, en tout cas ça rend inopérable l'autre appli qui est sur le smartphone précédent. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur cette partie très générale, quelques informations sur le déploiement de l'appli carte vitale. Je pense que c'est forcément des choses qui vous intéressent également. Ah, on a encore une petite question. Au niveau des mises à jour des droits pardon, Aurélien Corsial de nouveau. Au niveau des mises à jour des droits stockés sur le téléphone, quelle est la fréquence? Alors en fait, les droits ne sont pas stockés sur le téléphone. Ce qui est stocké, ce sont les informations qui composent les 4 identités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les droits ne sont vraiment pas sur le smartphone. Par contre, vous allez trouver dans ce qu'on appelle l'identité AMO toutes les informations qui vont bien pour appeler le service CDRI. Et donc, du coup, les droits, ils sont récupérés en ligne, ils ne sont vraiment pas sur le smartphone. C'est pareil pour les données AMC. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai... Monsieur, est-ce que ça vous... Oui, parfait. Oui, parfait, merci. Alors, bonjour, en complément de ce que vient de dire Laure, il y a un sujet à l'étude concernant effectivement un fonctionnement qui permettrait d'avoir les droits dans l'appli carte vitale. Donc c'est un sujet en cours d'étude pour les cas dégradés de dysfonctionnement de CDRI et ADRI. Donc ce sujet est à l'étude. Donc il y aura peut-être un jour des droits dans l'appli carte vitale. Pour l'instant, l'idée c'est effectivement d'appeler CDRI à partir de l'appli carte vitale. C'est ça qu'on cible en fonctionnement, on va dire, pérenne. Excusez-moi, je te rends la main, Laure. Oui, c'est parfait. J'attends que Maud appuie sur le slide suivant. Ok, pardon. Voilà. Alors, quels sont les assurés? Il faut que tu recliques, je n'avais pas vu qu'il y avait une animation. Quels sont les assurés qui pourront bénéficier, donc, qui peuvent bénéficier de l'appli? Donc, il faut déjà avoir 16 ans aujourd'hui. Ce sont des assurés qui sont affiliés au régime général, à la MSA ou à la MGEN. Alors, il faut être affilié en tant qu'ouvrant droit ou en tant qu'ayant droit d'un ouvrant droit qui fait partie qui est éligible, en fait, qui fait partie des 8 départements. Il faut également posséder une carte vitale. Ça marche aussi avec une attestation. Et les personnes qui sont sous tutelle ne sont pas sont exclues du dispositif. Et puis il faut un smartphone, si possible, pas trop vieux, donc avec les versions minimum là qui sont indiquées dans le slide. Alors, quelques chiffres de déploiement. On a donc fait eu des échanges mail, en fait. Enfin, l'assurance maladie a transmis donc des messages aux assurés qui sont concernés dans les départements, à 2,5 millions d'assurés. Aujourd'hui, il y en a 178 000 donc, qui font partie des 8 départements et qui ont activé leur appli carte vitale. C'est 178 000 qui ont initié le parcours d'activation, et en fait, c'est 114 000 qui ont activé leur appli carte vitale. Ils ont été jusqu'au bout du parcours d'activation, en fait.
pense que c'est bon. Voilà. Et donc, demain et après-demain, on va dire. Alors, milieu de cette année, les départements éligibles, donc les assurés enfin, ça va être étendu à 15 autres départements. Donc, c'est les départements Rhône-Alpes, Auvergne et PACA. Donc, ça portera le nombre de départements à 23. Donc, ça va se passer mi-2024 où ce sera ouvert progressivement dans ces départements-là. L'objectif étant d'avoir un déploiement France entière en 2025. Alors, ça va faire presque un quart alors pas de la population, parce qu'en fait, la population n'est pas répartie uniformément en France, mais on aura déjà, donc, au deuxième semestre, à peu près un quart de surface de la France, là, couvert par l'appli Carte Vitale. Alors, nous avons eu 478 téléchargements pour les 8 départements et 132 000 qui ont activé l'appli Carte Vitale. Alors, tout à l'heure, il y avait un autre chiffre, j'ai l'impression, mais c'est très proche et c'est peut-être parce que ces données-là sont à fin février, alors que les données précédentes étaient peut-être à une autre date. Côté assuré, donc le déploiement, il avance doucement, mais il avance dans les départements et ça se passe plutôt bien. Et côté professionnels de santé. Alors évidemment, aujourd'hui, je ne vous parlais que des professionnels de santé de la ville. On a aujourd'hui quand même 80% des médecins généralistes qui sont équipés d'un logiciel qui permet de lire l'appli Carte Vitale. Alors, je parle bien là du logiciel. Après, il y a un petit sujet sur les lecteurs et Bernard y reviendra tout à l'heure. Et puis 85% des pharmacies également qui sont équipées d'une version compatible avec l'appli Carte Vitale. Vous avez vu en haut, il y a des petits logos qui vous permettront plus tard d'avoir un petit film qui vous montre comment ça peut être utilisé chez un PS. Alors c'est en ville, mais ça vous permettra facilement de vous projeter pour vous, éditeur établissement. Et puis sur le slide précédent, c'est pareil, il y avait un petit film, vous pourrez regarder tranquillement plus tard. Je crois que j'en ai fini. Merci Laure. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette première partie, s'il y a encore des questions. Rien dans le chat en tout cas. Rien dans le chat. OK, bon, on va pouvoir poursuivre. Donc maintenant, je vais vous présenter les avantages de l'appli Carte Vitale. On va voir quels sont les avantages pour l'assuré, pour l'établissement et puis bien sûr pour vous, éditeurs. Donc, si on commence par les assurés. Donc déjà, l'appli Carte Vitale sera toujours disponible dans leur smartphone, contrairement à la carte Vitale magnétique qui parfois peut être oubliée. Cette appli Carte Vitale va centraliser l'ensemble des données d'identification de l'assuré, comme l'a déjà expliqué Laure dans une slide précédente. Donc, on a les quatre niveaux d'identité ici présentés. Bien sûr, on est sur un usage sans contact. Donc, suite aux effets du Covid, c'est vrai que c'est plutôt un avantage aujourd'hui. Et puis, on a cette mise à jour automatique lors de l'ouverture de l'appli Carte Vitale. On a également ce point qui est très important. Donc, les données personnelles sont sécurisées. On a un service d'identification numérique sécurisé. Donc, l'utilisateur va s'authentifier avant chaque utilisation. Et là, vous avez donc une insertion d'un code secret à 6 chiffres. Et donc, cette application est conforme à la réglementation RGPD. Et là, vous voyez les différents écrans d'accueil. Donc, une fois qu'il s'est authentifié sur son smartphone, ensuite, il accède à un écran. Et là, il peut choisir, soit il utilise donc le QR code ou le mode NFC pour s'authentifier auprès de son professionnel de santé. Voilà. Ensuite, les avantages pour l'établissement de santé. Donc, si on regarde du point de vue de l'accueil ou du bureau des admissions, on a bien sûr un INS qualifié pour le porteur de l'appli. Donc, les données d'identification sont fiables. On a bien sûr un seul support à demander aux patients pour accéder à l'ensemble de ces données d'identification. Donc AMO, AMC, INS, tout en sachant que bien sûr l'identité AMC sera disponible. Je pense que c'est fin d'année, début d'année prochaine. Donc par exemple, il n'aura pas à présenter son attestation AMC, ce sera directement sur son smartphone.
Bien sûr, là aussi, l'usage sans contact est important. Et comme avec la carte vitale, ils auront la possibilité de récupérer les droits en ligne avec l'appel à CDRI. Et on a également cet avantage de pouvoir pallier au problème de détérioration de certaines cartes vitales magnétiques qui qui parfois restent coincées dans le lecteur. Excuse-moi Maud, on fait une Oui. petite pause, on a une petite question de Monsieur Oui. Richard Gilles. Plusieurs moyens d'authentification sont-ils disponibles? Empreinte digitale, etc., en plus du code? Si vous voulez préciser, Monsieur Gilles, votre question, n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, c'est un code. Je pense que vous parliez bien pour déverrouiller l'application. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un code et l'empreinte digitale n'est pas encore dispo, mais je sais que c'est prévu. Par contre, je suis incapable de vous dire là tout de suite dans quelle version, quand est-ce que ça va arriver. D'accord, c'était vraiment par curiosité, parce qu'après, Oui. c'est plus pour les assurer que pour nous. Oui, je comprends. Ouais. Aujourd'hui, c'est un code à 6 chiffres, hein, comme le disait tout à l'heure Maud. Oui. Ok, merci. Et on a Monsieur Corcel qui lève la main pour dire quelque chose. On vous écoute. Oui, bonjour. Est-ce que il y aura la possibilité de, on va dire, de dupliquer temporairement les données issues de cette carte? Je pense par exemple à des admissions où les appels au téléservice seraient déportés, seraient faits en back-office post-admission. Eh ben, en fait, pour les deux services qui vous seront proposés d'authentification vont vous permettre de mettre à votre disposition les données AMO, on va parler des données IMO par exemple. Après, libre à vous d'en faire ce que vous souhaitez. Une fois que vous avez les données de la carte, vous faites, enfin de l'application carte vitale, vous en faites bon usage, j'allais dire, comme vous Bien faites sûr. aujourd'hui avec la carte vitale. Il n'y a pas de contrainte en termes de délai de stockage ou ce genre de choses. Non, une fois que les données vous sont mises à disposition, libre à vous de les utiliser. Très bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions, Laura? Non, c'est bon, on peut reprendre. Non, c'est bon? OK. Oui. Donc je continue. Donc là, on était les avantages pour l'établissement. On a vu donc les avantages au niveau du bureau des admissions. Et puis on a aussi quelques avantages pour un usage en borne. Donc on a le même problème que tout à l'heure hein, sur la détérioration de certaines cartes vitales magnétiques. Donc là, ça va permettre de réduire les coûts de maintenance de la borne, puisque avec une appli carte vitale, on n'a plus besoin d'insérer la carte vitale. Et puis, il y a moins de risques d'oubli de son smartphone que de sa carte vitale. Voilà. Et on arrive maintenant sur les avantages pour vous, éditeurs. Donc, premièrement, c'est une technologie qui répond aux besoins et aux tendances du marché. Cette technologie s'inscrit dans la transformation numérique de notre système de santé. L'appli carte vitale est bientôt généralisée et utilisable par tous les patients. Elle est pratique puisqu'elle centralise dans une même application toutes les données d'identification du patient et de ses bénéficiaires. Et bien sûr, elle présentera bientôt plusieurs autres fonctionnalités comme la fonctionnalité fournisseur d'identité, l'identité AMC et l'INS des bénéficiaires qualifiés. Et bien sûr, tout ça va vous emmener sur de nouveaux usages à inventer. Voilà. On va passer maintenant sur les usages de l'appli carte vitale en établissement. Donc, il y a 3 cas d'usage différents qu'on va traiter là sur les prochaines slides. Donc, la première, c'est une authentification au niveau du bureau des admissions, au poste employé avec une carte CPS. Le deuxième usage, c'est une authentification bureau des admissions au niveau du poste employé donc sans CPS, mais avec un certificat de personne morale. Et enfin, une authentification sur borne et on a là un certificat de personne morale qui est intégré au logiciel de la borne. On va passer maintenant au livrable. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce matin, on vous a diffusé donc, les packages documentaires. Donc, il y a 2 packages documentaires. Donc, le premier, c'est avec CPS, donc une authentification de l'utilisateur de l'appli carte vitale avec carte CPS. Et l'autre package documentaire, c'est celui donc sans CPS avec un certificat logiciel de personne morale. Donc, les 2 services sont ouverts aux éditeurs de logiciels de GAP, mais aussi aux éditeurs de bornes.
Alors, une petite aparté pour les éditeurs de bornes. En fait, aujourd'hui, vous n'avez pas encore accès à l'espace industriel pour la majorité d'entre vous, mais il faut donc créer un compte sur l'espace industriel pour avoir accès au package. Donc, à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est me contacter directement et je vous accompagnerai pour faire cette démarche. Au niveau du périmètre, ces services sont ouverts donc aux établissements publics, aux ESPIC, aux HIA et aux cliniques privées. Voilà. Au niveau de l'espace industriel, on a créé une nouvelle rubrique qui s'appelle Appli Carte Vitale, qui comporte 2 sous-rubriques, donc une qui concerne les PS libéraux et donc une qui nous concerne nous directement, c'est l'authentification de proximité en établissement de santé. Donc, lorsque vous cliquerez sur cette sous-rubrique, vous arriverez sur une page. Donc, en premier lieu, vous aurez une présentation du service. Ensuite, vous aurez un accès à un step-by-step. Donc, ce sont toutes les étapes que vous devez suivre pour arriver à la certification et pouvoir ensuite déployer auprès des établissements. Et troisièmement, vous avez un chapitre sur les livrables. Donc, dans cette rubrique, vous avez premièrement les packages documentaires pour les 2 services. Vous avez un lien vers tout ce qui est équipement et solutions de lecture. Donc, ça, c'est la partie de Bernard. Donc, il va vous expliquer ça tout à l'heure. Vous avez aussi des ressources pédagogiques. Donc, vous aurez notamment ce webinaire, cette présentation, et aussi une vidéo qui présente la cinématique des échanges. Et enfin, vous aurez également accès aux éléments graphiques Appli Carte Vitale. On vous donne accès en fait au logo que vous pourrez implémenter soit dans votre logiciel ou intégrer à vos communications vers vos établissements clients. Voilà. Donc maintenant, je vais vous passer une petite vidéo qui va vous permettre de comprendre un peu les échanges, la cinématique des échanges lors d'une demande d'authentification de l'Appli Carte Vitale. Et après, je passerai la main donc à Christophe Cracus qui vous présentera donc le guide utilisateur. L'objectif de ce tutoriel vidéo est de décrire la cinématique des échanges entre l'appli Carte Vitale, le logiciel de l'établissement de santé, le système d'information Appli Carte Vitale, dans le cadre du service cible, authentifier l'utilisateur d'une appli Carte Vitale en établissement de santé. L'appli Carte Vitale peut désormais être utilisée dans les hôpitaux et cliniques privées pour authentifier un patient. Après avoir téléchargé et activé l'appli Carte Vitale sur son smartphone, l'assuré peut la présenter à l'accueil, au bureau des admissions ou à la borne d'un établissement de santé. La lecture de l'appli Carte Vitale en établissement de santé peut se faire de 3 manières différentes. Auprès d'un employé de l'établissement possédant une carte CPS, auprès d'un poste agent ou bien d'une borne, tous deux équipés d'un certificat de personne morale. L'acquisition des données de l'appli Carte Vitale se fait à l'aide d'un dispositif de lecture, soit un lecteur de QR code, par le biais d'une douchette ou bien d'une caméra, soit un lecteur compatible NFC. Ces dispositifs sont mis à disposition de l'employé de l'établissement sur son poste de travail ou intégrés à la borne. Regardons dans un premier temps la cinématique d'une authentification de l'appli Carte Vitale avec une CPS. Après l'acquisition des données de la carte CPS de l'employé de l'établissement et de l'appli Carte Vitale, le logiciel de l'établissement envoie une demande d'authentification au système d'information Appli Carte Vitale. Le système d'information Appli Carte Vitale vérifie l'authenticité de l'employé de l'établissement via sa carte CPS, vérifie l'autorisation du logiciel de l'établissement à appeler le service de demande d'authentification, réalise différents contrôles sur les données contenues dans la demande. Une fois ces contrôles réalisés, le SI-APCV restitue au logiciel de l'établissement les données déchiffrées de l'utilisateur et de l'ensemble de ses bénéficiaires. Regardons maintenant la cinématique d'une authentification avec l'appli Carte Vitale et avec certificat de personne morale. Après authentification du certificat de personne morale, le logiciel de l'établissement de santé ou la borne envoie une demande d'authentification au système d'information Appli Carte Vitale. Le SI Appli Carte Vitale
vérifie l'authenticité de l'établissement de santé via son certificat de personne morale. Il vérifie l'autorisation du logiciel de l'établissement à appeler le service de demande d'authentification de l'utilisateur de la PCV. Il réalise différents contrôles sur les données contenues dans la demande. Une fois ces contrôles réalisés, le SIA PCV restitue au logiciel de l'établissement les données déchiffrées de l'utilisateur et de l'ensemble de ses bénéficiaires. Ainsi, le système d'information AppliCard Vitale vérifie à la fois l'authenticité et l'autorisation de l'utilisateur de l'AppliCard Vitale, de l'établissement de santé et de son logiciel. Pour des informations plus détaillées. Christophe, je te passe la main maintenant pour pouvoir continuer sur le guide utilisateur. Christophe? Mon micro est désactivé, Christophe. Ah, pardon, excusez-moi. Bon, je vous disais, voilà, vous avez la présentation de la cinématique des 2 services qui vous seront proposés pour l'authentification avec CPS et sans CPS. Donc moi, je vais vous présenter surtout, je vais vous faire le lien avec les guides d'intégration qui vous sont disponibles depuis ce matin. Je ne vais pas vous présenter les guides en tant que tels, puisque sinon là, on va passer quelques heures. Mais c'est surtout vous faire le lien entre ces 2 guides et surtout vous permettre une fluidité de lecture en vous expliquant un petit peu c'est quoi l'AppCV, c'est quoi les systèmes SI-AppCV, etc., etc. Donc je vais vous présenter ça. Donc, surtout, je vais vous présenter déjà votre besoin métier, c'est surtout la facturation. Comme vous l'a dit Laure tout à l'heure, en fait, l'application carte vitale ne comporte que des données d'identification. Elle ne comporte pas de droits. Donc, pour faire la facturation, vous avez besoin d'accéder à CDRI pour avoir les droits. Donc, pour accéder à CDRI, en fait, comme vous le savez, vous avez besoin de la date de naissance, du rang de naissance, de l'organisme gestionnaire et du NIR, surtout de l'assuré. Donc, c'est le but, en fait, de ces services-là, d'authentification AppCV avec et sans carte CPS, c'est de vous permettre d'aller chercher les droits. Donc, si on regarde sur le slide suivant, on dit que on vous parle de données de l'AppCV. En fait, tout à l'heure, pareil, Laure vous a parlé des données d'identité AMO, d'identité INS, d'identité AMC. Alors, l'identité AMC, j'en parle pas puisque pour l'instant, ils ne sont pas dans l'application. Donc, ce qu'il faut voir au niveau du modèle de données qui est dans l'application carte vitale et un peu les distinguer en 2 parties. La première partie qui est en fait les données de l'utilisateur. Donc, c'est la personne qui a téléchargé l'application carte vitale. Et puis, les données de ce qu'on appelle les portefeuilles du profil AppCV. Alors voilà, je commence à introduire des nouveaux termes. Donc, le portefeuille du profil AppCV, c'est quoi? En fait, c'est toute la composition familiale liée à l'utilisateur. Sachant qu'un utilisateur peut être un ayant droit ou un ouvrant droit. Donc, on a deux blocs. On a l'identité AMO et l'identité INS. Juste passer, voilà, je rentre un tout petit peu dans le détail parce que souvent on me pose la question, mais comment on identifie que l'utilisateur est ayant droit ou ouvrant droit? En fait, c'est au niveau de l'individu. Donc, on va savoir en fait quelle est sa qualité de bénéficiaire. Donc, par exemple, s'il est assuré, s'il est ouvrant droit, si c'est son conjoint, etc. Donc, c'est toutes ces définitions de données en fait sont données dans le guide. Donc, dans le guide, vous aurez toutes les valeurs des données en fait qui sont mises à votre disposition. Donc là, si on regarde un tout petit peu, on voit bien que l'individu en fait est lié à un portefeuille et le portefeuille lui donne l'ensemble des individus qui fait sa composition familiale. Je voudrais juste revenir tout à l'heure, on a eu une question par rapport à la mise à jour des droits. Donc, il n'y a pas de données de droits en carte, mais par contre, il faut savoir qu'il y a un mode événementiel. Donc, dans le cas où il y a une modification de la composition familiale du porteur, en fait, il y a un mode événementiel, c'est-à-dire en fait que l'AMO va informer le SI-AppCV. Je vous dirai un petit peu c'est quoi le SI-AppCV tout à l'heure. Il va informer le SI-AppCV et dès lors que l'utilisateur va ouvrir son application et qu'il va accéder au SI-AppCV,
sa composition familiale sera mise à jour automatiquement dans son AppCV. Donc ça, c'est une chose un peu importante, c'est importante à vous dire. Donc automatiquement, la composition familiale sera mise à jour au niveau de son AppCV. Christophe, on fait une petite pause, on a une question. Ouais, super. Oui. Oui, rebonjour. Est-ce que lorsque les informations d'identification des AMC seront disponibles, est-ce qu'il y aura le même type de gestion d'événements en cas de changement, etc. Oui, oui. Okay, en fait, il y aura la même chose. Alors, pour l'instant, bien sûr, l'intégration des AMC, c'est toujours des travaux qui sont en cours. Mais oui, bien sûr. En fait, dès lors qu'il y a une modification de la composition familiale au niveau du régime obligatoire, l'AMC, elle sera informée et on pourra avoir les données mises à jour aussi de chacun des assurés qui composent le portefeuille d'individus. Petit supplément d'information. Au niveau des AMC, il est alors toujours conditionnel, hein, il est prévu d'avoir plusieurs identifications d'AMC pour un bénéficiaire donné. Et en fait, l'utilisateur, pourra sélectionner une AMC par défaut. Et c'est cette AMC par défaut qui pourra être restituée au professionnel de santé ou à l'agent au niveau de l'accueil. Mais je pars toujours au conditionnel parce que pour l'instant, il y a des études par rapport à la disponibilité de la taille du QR code. On verra après tout à l'heure. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait, merci. Sur le slide suivant, il met une petite... Merci, Maud. Ouais, oui, je défile. Hein, oui. Voilà. Je voudrais faire juste le lien par rapport au corpus documentaire. Donc, ce que vous a dit Maud tout à l'heure, c'est que donc, vous avez un corpus documentaire, un package documentaire qui vous est fourni depuis ce matin. Et ce qui est important de voir, c'est que vous avez besoin surtout de 3 documents. Le premier qui est général pour le service d'authentification avec ou sans CPS, qui est le document de spécification des échanges de proximité. Donc, c'est lui qui va vous décrire techniquement comment lire les données du QR code et pouvoir les acquérir de façon à appeler derrière les services d'authentification. Donc, vous avez un manuel, plutôt un guide qui vous explique le service d'authentification sans CPX, donc le AppCV MP005. Et puis le deuxième guide qui va vous expliquer le service d'authentification de l'utilisateur avec une CPX, donc qui est pareil, le AppCV MP007. Donc, ce que je peux vous dire, donc ce que vous avez vu tout à l'heure dans la cinématique, c'est que les données au niveau de l'AppCV, elles sont chiffrées. Donc, l'utilité de ces 2 services-là, en fait, c'est de pouvoir appeler le système d'information de l'appli carte vitale, que l'on appelle plus communément le SI AppCV, de vous déchiffrer ces données-là et de vous les restituer déchiffrées. Le but de ces 2 services-là, c'est surtout ça, en fait. C'est de pouvoir vous restituer les informations les données de l'AppCV de déchiffrer. Ce que je peux vous dire, moi j'en parlerai un tout petit peu après, c'est que le service d'authentification sans CPS est un service REST et le service d'authentification avec CPX, c'est un service SOAP, mais j'en reparlerai un tout petit peu après. Juste un point d'attention, on s'est vu en ville, on s'est aperçu en ville que l'application Carte Vitale avait beaucoup de succès au niveau des professionnels de santé et que les professionnels de santé, en fait, s'amusaient à lire des QR codes autres que ceux de l'appli Carte Vitale. Donc, cela a engendré beaucoup d'erreurs et de mécontentement des PS, mais bon, voilà. Mais s'ils commencent à lire des QR codes autres que celui de l'appli Carte Vitale, bien sûr, il y a des rejets. Et on a dû mettre en place une règle permettant une règle que vous devrez implémenter
qui vous oblige en fait à vérifier que le QR code qui a été lu par le professionnel de santé est bien un QR code d'une application carte vitale. Alors j'ai mis là un peu le contexte technique, c'est-à-dire qu'en fait on a normalement une chaîne de caractères qui sera lue et qui devra être PB83N8, ça fait rire beaucoup de monde, mais qui veut dire en fait en base 45 que c'est un code AppCV. Donc cette règle-là, bien entendu, vous sera demandée au niveau du CNDA, avec un message au niveau de la personne qui lira le code en lui disant que c'est pas un QR code qui a été lu ou que la douchette a été mal configurée. Donc c'est juste un petit point d'attention sur cette règle-là. Gilles, je crois qu'il veut poser une question. Oui. Oui, et en cas de non-disponibilité du téléservice permettant l'authentification et donc le déchiffrement, comment ça peut se passer? Alors je vous entends de très loin, mais si j'ai bien compris, en fait, vous posiez la question si jamais le téléservice était interrompu, c'est ça, le service était interrompu? Oui. Eh ben, en fait, on a soit vous allez avoir un code erreur qui sera remonté au niveau du SIAppCV, soit vous faites une nouvelle tentative. Ça dépend quel est le niveau de l'erreur, en fait. Oui, ok. Merci. Je passe à la slide suivante, Christophe. Oui. L'authentification sans CPS, alors c'est un service qui, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, utilise un certificat de personne morale de l'IGP Santé. Donc, il est recommandé, et ça, c'est ce qui est mis au niveau du guide, il est recommandé d'installer un certificat sur chacun des postes, donc que ce soit une borne ou au niveau d'un poste d'un agent d'accueil, ou d'installer un certificat unique au niveau d'un proxy sécurité. Donc tout ça, c'est détaillé au niveau du guide. Et que l'authentification entre l'établissement et le SIAppCV est fait sur la base d'une authentification mutuelle. Donc ça, c'est les deux grands principes au niveau de la sécurité du téléservice pour l'authentification sans CPS. Sur le slide suivant, je vous ai parlé tout à l'heure du service REST. Donc voilà, le téléservice d'authentification sans CPS, c'est un service qui utilise la technologie REST, permettant de récupérer un profil AppCV. Donc le profil, je vous rappelle, c'est en fait toutes les données liées à l'utilisateur et son portefeuille d'individus. Toutes ces données-là sont transmises sous la forme d'un jeton, d'un JSON, ce qu'on appelle un jeton, et que ce que je voulais dire, en fait, l'opération aussi, c'est le nom de l'opération qui sera appelé techniquement. Alors, il a un petit nom barbare, donc c'est demande d'authentification AppCV en ES. La sollicitation du service d'authentification sans CPS, donc du service REST, doit être accompagnée d'un jeton JWT non signé. Donc, je précise, non signé, et que le descriptif de ce jeton est bien entendu dans le guide, et on vous fournit aussi un exemple de jeton. Donc, pas d'inquiétude, tout est fourni au niveau du guide. Et puis, si jamais il y a une problème d'incompréhension, je pense que le mot vous le dira tout à l'heure, mais il y a toujours le support qui sera là pour vous aider. Mais en tout cas, tout le détail de l'utilisation du jeton est dans le guide. Au niveau de l'authentification avec CPS, sur le slide suivant, en fait, pour vous rassurer, entre guillemets, en fait, c'est un service SOAP, c'est le service SOAP que vous connaissez très bien, puisque en fait, c'est la même technologie qui est utilisée pour les téléservices AMO, puisque c'est du qui est servi par exemple pour CDRI.
donc qui utilise en fait ce qu'on appelle les assertions spécifiées dans le cadre d'interopérabilité pour pouvoir appeler ces téléservices-là. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que l'ensemble des données, alors l'ensemble de ces données-là sont identiques à celui qui est fourni pour l'authentification sans CPS, à une exception, et ça c'est le slide suivant, ce qu'on appelle le contexte AppCV. En fait, au niveau du modèle de données des deux services, ils sont identiques, à l'exception que pour le contexte AppCV, du contexte AppCV. Pourquoi? Parce que en fait, autant le service d'authentification sans CPS a été un service qui a été développé spécifiquement pour vous, autant l'authentification avec CPS, en fait, on vous a fourni, vous a permis d'utiliser le service qui a été fourni en ville, c'est-à-dire en fait l'authentification avec CPS, et en ville, en fait, il y a des notions qui sont un peu plus manipulées, dont le contexte. Et le contexte, en fait, si on voit sur le slide suivant, oh, pardon, excuse-moi, non, j'étais sur le mien. Le contexte, en fait, est utilisé surtout pour la facturation en ville au niveau des PS. Mais pour vous, la donnée date de fin de validité du contexte ou l'identifiant du contexte n'a aucune utilité. Donc, il n'est pas utile de gérer ça. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport le lien avec les guides qui vous sont fournis depuis ce matin. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Donc, je vais juste focaliser sur des points un peu essentiels. Pas de questions dans le chat? Bon. Ok, parfait. Du coup, on va pouvoir continuer. Alors, bien sûr, pour lire une appli carte vitale, on a besoin d'équipements, de lecteurs. Donc, je vais laisser cette partie à Bernard. Bernard, je te passe la main. Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter la partie sur la lecture proprement dite des QR codes ou du NFC concernant l'appli carte vitale. Alors, juste en préambule, rappeler un petit concept de base qui va changer, mais qui aujourd'hui est celui que nous vivons. Sur l'application carte vitale sur un iPhone, vous pourrez essentiellement lire du QR code, donc pas de NFC, puisque Apple n'ouvre pas encore le NFC à autre chose que le bancaire. Mais ça, c'est en train d'évoluer assez fortement. Donc, pas le choix pour un patient. Donc, quand il a un iPhone, il pourra essentiellement présenter son QR code et ne pourra pas fonctionner en NFC pour l'instant. Pour le monde Android, aucun souci, puisque là, les deux moyens d'identification marchent, soit le NFC, soit le QR code. Donc, pour introduire le sujet, le changement, en fait, il est requis pour lire l'application carte vitale, puisque en établissement de santé, que ce soit en fixe sur un bureau d'accueil, par exemple, comme en mobilité, j'y reviendrai tout à l'heure, il va falloir se doter de nouveaux lecteurs. Alors, ces nouveaux lecteurs sont des lecteurs QR code et ou NFC et ou carte, puisque un certain nombre de lecteurs aussi qui sont dans le catalogue de produits du GIE Saint-Vital combinent les trois possibilités de lecture. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Alors, il y a aussi pour les établissements de santé, alors je pense que vous êtes utilisateur de lecteurs homologués, on va dire anciennement homologués, version 4.0. Si c'est le cas, il faut savoir que ces lecteurs sont compatibles NFC. Donc, si vous prenez garde à la dernière version des firmware disponible sur ces lecteurs-là, toute cette information est disponible dans l'espace industriel. Vous pouvez utiliser un lecteur de carte Vital et CPS en mode NFC. Donc, l'ensemble de ces lecteurs sont dans l'offre autodéclarée et qui est disponible aujourd'hui, actuellement, dans le catalogue produit du GIE, qui est un catalogue ouvert au public. Donc, vous pouvez y accéder quand vous souhaitez. En termes de mobilité,
j'ai voulu quand même faire un petit point là-dessus aussi avec vous. On a bien des équipements mobiles qui répondent à cette demande de lecture QR code NFC carte. Donc j'en reparlerai tout à l'heure. Là, je suis plus à votre égard dans un domaine d'opportunité de réalisation d'applications qui pourraient être des applications mobiles en capacité de lire les QR codes, enfin en capacité de lire l'appli carte vitale. Et je reviendrai tout à l'heure. Donc Maud, tu peux passer à voilà. Alors aujourd'hui, l'offre dans le catalogue produit du GIE, elle est assez riche. Alors j'ai voulu vous schématiser un peu dans ce tableau la segmentation en fait de l'offre. Alors vous avez des lecteurs, 27 lecteurs par exemple, qui lisent le QR code. Donc inscrit au catalogue. Vous avez, et donc là on parle de 1 pour 1, c'est-à-dire un lecteur pour un mode de lecture. On a des lecteurs qui font du NFC et du QR code. Donc là on a deux équipements, par exemple 2 en 1, qui font du NFC et qui sont inscrits au catalogue. On a également, etc., des équipements qui font de la carte, du NFC, du QR code. Voilà, donc c'est pour vous présenter un peu l'offre aujourd'hui, qui est une offre relativement riche et disponible aujourd'hui dans notre catalogue. Voilà, on peut passer assez rapidement sur ça, puisque après vous pouvez revenir facilement. Oui. On a une petite question de Monsieur Gilles. Une petite question de Monsieur Gilles. Pour ROC, les établissements se sont équipés en masse de douchettes pour les QR codes sans homologation. Seront-ils compatibles? Alors, pour répondre à cette question, d'abord, ces lecteurs, on ne les connaît pas. Bon, à partir du moment où le lecteur, on va dire, est un code répond à une technologie matricielle 2D, on va dire qu'ils sont normalement en capacité de lire le QR code de l'application carte vitale. Moi, ce que je peux vous dire au niveau de ce QR code, c'est que c'est un QR code relativement lourd. Donc, il va falloir tester quand même. Donc, ça, c'est vraiment une préconisation que je vous fais. Moi, je suis aussi en capacité de vous aider dans ce domaine-là, puisque, alors, on va peut-être découvrir des lecteurs que vous avez commercialisés au sein de vos établissements de santé, qui vont être dans la liste là que affiche Maud. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais aujourd'hui, si c'est un lecteur de nouvelles factures, enfin de factures relativement récentes, il va savoir lire. Maintenant, il va falloir quand même regarder s'il est en capacité de lire ce QR code et surtout faire attention, mais on reviendra un tout petit peu plus tard, sur le paramétrage de ce lecteur, qui est très important puisque nous, on a fait pas mal d'études et d'analyses sur le sujet. Et là, on a un certain nombre de préconisations à vous faire en termes de paramétrage de ces lecteurs pour que vous n'ayez pas de soucis en termes de lecture. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, en fait, la question, c'était surtout par rapport au fait que déjà les établissements ont eu pas mal de déboires en fait pour bien paramétrer leur lecteur, et que nous, on n'a pas du tout la main sur les modèles dont ils se sont équipés. Oui. Donc, on ne peut pas tester globalement en fait ce que les établissements ont chez eux, à moins de nous équiper de l'ensemble des solutions du marché. On ne pourra pas tester ça, quoi. Ouais. Alors, bon, ça va être compliqué de répondre comme ça. Les lecteurs, moi, je les connais pas, donc il faudrait peut-être me remonter la liste des lecteurs que vous avez dans vos établissements. On pourrait vous aider à faire un diagnostic là-dessus. Il y a aussi un simple test qu'on peut faire et que vous pourriez demander à l'établissement. Si c'est sur Windows, alors je présume que vous êtes sur Windows, très simplement, on démarre le bloc-notes. Et puis, on présente un QR code application carte vitale devant le lecteur et on regarde ce qui se passe. Donc, si vous avez une ligne qui défile et qui est bien typée application carte vitale qui commence par PB83N8, ce que vous racontez Christophe Cracus, ça veut dire que la lecture lit ce QR code-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que si cette ligne ne s'affiche pas,
que le QR code n'est pas lu, puisque si la douchette est paramétrée en USB-COM, vous ne verrez rien sur l'application bloc-notes. Par contre, si la douchette bip, ou elle a l'habitude de biper, ça peut vous donner une indication de lecture de ce QR code. Donc il y a un certain nombre de petites vérifications, on va dire, à faire sur le lecteur. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que si c'est un lecteur on va dire d'assez nouvelle génération, enfin, je veux dire, qui date pas de 2010, il y a de fortes chances que le QR code soit lu. Par contre, il faudra quand même vérifier, prendre en compte nos préconisations en termes de paramétrage. Alors, je poursuis. Oui. À partir du moment où ça fonctionne pour l'appli, si le paramétrage fonctionne pour l'appli carte vitale, ça ne générera pas d'incompatibilité pour ROC. C'est surtout ça c'était surtout le but de ma question. D'accord. C'est que les deux puissent être utilisés en parallèle de la même façon. Ouais. Donc cette partie test, quand même, il va falloir le regarder de près parce que il y aura certainement un peu de travail là-dessus. Il faudra regarder un peu. Vous allez sans doute tomber sur des douchettes qui vont pas être qui vont poser problème en termes de lecture. Donc il va falloir poser un diagnostic et puis regarder ce qui se passe et dans l'extrême cas, changer la douchette peut-être. Ou passer par du NFC, je ne sais pas. Faudra rééchanger. Moi, de toute façon, je suis à votre disposition pour échanger sur le sujet, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Merci. Alors, si je peux juste faire un petit complément d'information. Alors, je peux pas répondre à la place de Bernard, mais ce qu'il faut savoir, ce que vous a dit Bernard au tout début, c'est que le QR code de l'AppCV est assez riche, c'est-à-dire assez complexe, donc il a un niveau de sécurité qui est beaucoup plus important et d'information beaucoup plus important. Donc, j'allais dire fonctionnellement, ce qui peut le plus, peut le moins, c'est que normalement, si vous pouvez lire un QR code de l'AppCV, vous pouvez lire le QR code des AMC. Absolument. Absolument, tout à fait, Christophe, bien joué. On va dire que la taille, enfin pas la taille, mais le poids, si vous voulez, d'un QR code application carte vitale approche est similaire à celui qu'on connaît sur le Covid, qu'on connaissait sur le Covid. Donc c'est quand même un QR code qui est assez on va dire assez lourd, assez lourd en termes de lecture. Donc toute lecture d'un QR code veut dire que derrière, vous saurez lire des QR codes beaucoup plus légers, comme celui de ROC par exemple, ou autre. Alors ici, j'ai voulu vous afficher, parce que en fait, il y a différentes manières de regarder ce que nous avons au catalogue. Vous allez dans le catalogue du GIE et puis vous prenez un par un les lecteurs, donc ce qui est un peu fastidieux. Ou alors, là, je vous ai fait un tableau spécifiquement pour vous. Vous avez l'ensemble des modèles que nous avons référencés sur notre site internet dans le catalogue. Voilà, donc vous avez du Access, du Datalogic. En fait, ce sont des fabricants, des équipementiers qu'on a contactés spécifiquement quand on a commencé le projet Application Carte Vitale pour vous aider à choisir des lecteurs qui sont dans un premier temps testés par les équipementiers. Donc, quand ils sont à disposition dans le catalogue, ils ont déjà subi une certaine volée de tests et par l'équipementier. Donc ensuite, il vous appartient, vous, éditeurs, de prendre ces lecteurs et puis de les tester avec vos logiciels. Donc aujourd'hui, il y a quand même un grand nombre de lecteurs. Il y a 67 solutions aujourd'hui, lecteurs, équipements de lecture qui sont disponibles. On peut passer à l'autre. Voilà. Alors, en synthèse, ce qu'on peut dire sur l'offre de lecture, c'est qu'elle est aujourd'hui disponible. C'est vrai que si vous commandez un lecteur, vous l'aurez, il est en stock chez les équipementiers. C'est une offre qui est variée et riche. Toutes les combinatoires de lecture sont possibles, NFC, QR code, carte, ou 1 pour 1, ou 2 pour 2, ou des combos. Enfin, tout est possible. C'est une offre, comme je vous le disais, qui est testée déjà par les équipementiers avant de revenir au catalogue. Donc, ils ont suivi un cahier de test qu'on a mis en ligne pour qu'on ait un minima des tests réalisés par les équipementiers conformes à ce qu'on attend en termes de qualité chez nous. C'est une offre qui est dynamique.
on va voir plus tard que c'est une offre qui évolue, qui s'enrichit au fur et à mesure où on travaille, nous, au GIE, pour enrichir et étoffer cette offre pour qu'elle couvre le maximum de cas possibles de lecture. Les paramétrages sont adaptés, on y reviendra un peu plus tard, c'est très important le paramétrage. Mais ce qui est aussi très important chez vous, c'est le développement d'un type de paramétrage qui est relatif au QR code, à la lecture du QR code, j'y reviendrai un peu plus tard. Et aussi, ce que j'ai voulu insister assez fortement, c'est sur les liens que nous avons établis avec les équipementiers, qui sont aujourd'hui au nombre de 16. Et ce sont des liens très très forts, ce sont des gens qu'on a accompagnés très fortement pour leur faire connaître le monde de la santé, puisque aujourd'hui ces équipementiers ne connaissaient pas ou très peu le monde de la santé, donc il a fallu les accompagner et on a tissé des liens très très importants avec eux, très forts avec eux. Donc aujourd'hui 16 équipementiers qui sont référencés chez nous et 67 lecteurs autodéclarés dans le catalogue. On peut passer à... Bernard, une autre petite question. Oui. Est-ce qu'on est capable de confirmer qu'un lecteur de code 2D sera parfaitement compatible avec l'AppCV? Oui, alors aujourd'hui, on peut dire que oui. On peut dire qu'aujourd'hui, un lecteur QR code 2D est en théorie compatible en lecture application carte vitale. Voilà. Et maintenant, pour avoir la confirmation pratique, ça n'exclut pas le test. Je rappelle, ça n'exclut pas le test, vraiment. Ok. Dites-moi. Ok. Bernard, oui. Il y a des moyens de tester en plus qui existent. Oui, alors... En se rapprochant de toi, il y a tout ce qu'il faut pour exactement. tester, Alors, nous, on a mis en place un petit logiciel qui s'appelle LeetTool, qu'on peut vous livrer, qui est... que d'ailleurs est disponible dans l'espace industriel, alors qui vient d'ouvrir ce matin dans le domaine de la rubrique lecteur. Donc c'est une belle nouvelle puisque c'est quelque chose qui manquait sur notre espace industriel et c'est maintenant c'est accessible. Donc toute l'information lecteur, elle est dans l'espace industriel depuis ce matin et elle est accessible vis-à-vis de vous. Hein, vous pouvez accéder. Seulement, il faudra quand même regarder auprès de Maude au niveau des accès, puisqu'elle vous l'a proposé ce matin, pour que vous ayez un accès sur l'espace industriel. Donc, il faut passer par Maude Péchabrier avant. Et ensuite, vous aurez accès à cette rubrique. Donc, oui, le code 2D, donc normalement, c'est lisible. Maintenant, donc, testez-le. Et puis, si vous avez... si vous avez des questions ou des demandes d'informations, on a acquis une bonne expertise sur le sujet, donc vous pouvez nous contacter. Pour imager donc le dynamisme de l'offre, eh bien là on a eu très récemment 3 nouvelles entrées. Un Nolakin 7.2 contactless qui fait du NFC carte, un petit Newland qui est arrivé, l'Urshin FR27 qui fait du QR code. Un autre Newland qui est arrivé, le Pearl FR50 qui fait du QR code, etc. etc. Donc, vous aurez la présentation, vous pourrez lire tout ça. Prochainement, on a un combo qui arrive de chez Capels, qui est la jonction, en fait, la liaison entre un CAP-ICV qui est un lecteur QR code NFC et un CAP-Ening 2 qui est un lecteur de carte et qui fait aussi du NFC. Donc ça, ça peut répondre à un certain nombre de besoins devant la raréfaction des ports USB qui sont disponibles aujourd'hui sur les micro-ordinateurs. Il y a un seul port USB qui est utilisé par ce combo, par exemple. Un Spring Card qui va arriver aussi, qui va faire du QR code et du NFC. Puis un nouveau Sensil aussi qui va faire les trois, QR code, NFC et carte. Voilà, donc tout ça, c'est dans l'espace industriel, dans la rubrique de ce matin. On peut passer à l'autre. Donc, on a voulu avec Maude essayer de voir comment on pouvait vous aider en termes de procédure pour aller choisir un lecteur et le tester. Alors, c'est vraiment de la suggestion. Hein. Moi, je pense que, comme vous disiez au début de l'entretien, vos établissements sont déjà équipés la plupart du temps d'équipements. Maintenant, si ce n'est pas le cas, dans un premier temps, déjà, vérifier que les lecteurs en place, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, savent lire le QR code en utilisant une application bloc-notes ou si sur Linux en utilisant une application Gedit. Donc là, vous pouvez déjà regarder si le lecteur répond. Ensuite, si c'est
dans le cas où vous cherchez des matériels, présélectionnez des lecteurs en regardant dans le tableau que je vous ai fourni tout à l'heure et qui vous permet de voir quels sont les lecteurs qui pourraient vous aller en termes de lecture, QR code et NFC carte. Donc vous choisissez un ou n lecteurs dans le catalogue. Vous allez dans le catalogue, vous allez voir les fiches, etc., puisqu'ils sont disponibles. Puis ensuite, vous pouvez nous contacter si vous avez besoin d'informations. Et ensuite, tout est ouvert pour faire le test. Alors, moi, j'insiste juste sur le sujet du test. C'est que si vous souhaitez avoir des lecteurs en prêt pour les tester chez vous avec vos logiciels, vous pouvez me contacter. Et puis, moi, je vous mettrai en relation avec l'équipementier pour que vous ayez un lecteur afin que vous puissiez les tester avec vos logiciels. Voilà. Et puis après, vous pourrez le préconiser à vos clients, bien sûr, quand ce sera fait tout ça. Donc, on peut passer à l'autre. Alors, pour le paramétrage, nous, on va dire, aujourd'hui, on a choisi notre camp, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on va préconiser en termes de paramétrage pour les lecteurs QR code, c'est un paramétrage en USB-COM. Et non pas un paramétrage en HID clavier autre que l'HID clavier français. Si on insiste lourdement sur le sujet, c'est que on a par expérience terrain un certain nombre de dysfonctionnements qui sont arrivés, des rejets sur le SI-AppCV au titre d'un bloc de données récupéré de la douchette QR code qui était mal structuré et qui donc était rejeté par le SI-AppCV. La plupart du temps parce que la douchette était un HID clavier autre que français ou n'était pas un USB-COM. Donc, c'est pas simplement lire autre chose qu'un QR code de l'AppCV qui génère un rejet, c'est aussi récupérer un bloc de données qui va pas être typé PB83N8, comme vous disait Christophe tout à l'heure, et qui donc sera rejeté parce que on a une douchette qui est mal paramétrée. Donc, il faut faire attention à ça. Nous, on préconise l'USB-COM en termes de performance. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un petit peu de développement à faire. Alors, un petit peu de développement, c'est vraiment une demi-journée pour intégrer le code Java exemple qu'on fournit pour faire de l'USB-COM dans vos logiciels. C'est vraiment très peu, mais je peux vous garantir que si c'est fait, derrière, vous y retrouverez en termes de problématiques et d'appels au niveau de vos supports. La lecture sera performante sur l'USB-C, ça c'est sûr. Par contre, elle n'est pas au rendez-vous sur le HID clavier, puisque si vous connectez une douchette en HID, ça veut dire que vous défilez à la vitesse quasiment du Minitel, on va dire, pour un tout petit peu rire sur le sujet. Donc, soyez surtout en HID clavier français si vous voulez faire de l'HID. Ça ne nécessitera aucun développement de votre part. La performance ne sera pas vraiment au rendez-vous, sauf que ça va fonctionner correctement, ça ne sera pas rejeté par le SI-AppCV. Et ça vous évitera d'avoir des problématiques de touches caps lock enfoncées. Qui perturbe en fait la récupération des données lorsque vous êtes en HID clavier. Donc voilà, si vous respectez l'USB-COM, vous n'aurez pas de problème de qualité de données récupérées. Si vous restez en HID clavier français, faites plutôt du français et pas autre chose. Tous les lecteurs aujourd'hui qui sont au catalogue du GIE Saint-Vital savent être paramétrés dans les deux modes, USB-COM, HID clavier français. Ils peuvent bénéficier d'un grand nombre de paramétrages par défaut ou à paramétrer sur la douchette. Donc, notamment le délai de relecture. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais on pourra y revenir hors réunion si vous voulez, ou si vous avez des questions. Et puis, sont aussi en capacité de lire des QR codes denses, comme celui de l'application Carte Vitale ou des Data Matrix. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'au niveau des lecteurs, on a demandé à l'ensemble des équipementiers de nous fournir des guides de démarrage rapide qui présentent les
code barre ou QR code de paramétrage essentiels, c'est-à-dire les 7 à 8 QR codes ou code barre essentiels de paramétrage pour la douchette en français, pour vous éviter surtout de rentrer dans des catalogues trop volumineux qui font quelque chose comme 500 à 600 QR codes par machine et qui sont vraiment indigérables, indigestes. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est pour vous aider, c'est prendre les QR codes vraiment utiles pour l'application carte vitale et vous faciliter cette lecture-là et le paramétrage. Voilà. Donc tout ça, c'est disponible depuis ce matin dans l'espace industriel. On peut passer à l'autre slide. Alors là, bon, je ne veux peut-être pas trop rentrer non plus dans le détail, mais comme ça vous l'aurez, c'est un lecteur, c'est un tableau qui vous présente pour l'ensemble des lecteurs QR code qui sont dans le catalogue du produit GIE, l'ensemble des paramètres qui sont faisables sur les lecteurs. Donc vous avez en colonne là, USB-COM, HID clavier français, le data matrix, les délais de relecture, le mode vibreur ou pas, la volumétrie du son du bip ou non, etc., etc. Tout ce qui est en vert, c'est oui. Tout ce qui est en orange, c'est oui par défaut. Tout ce qui est en rouge, c'est non. Donc là, vous avez l'ensemble des lecteurs QR code qui sont référencés chez nous avec les paramétrages qui sont possibles. On peut passer à l'autre. Voilà. Alors, alors, juste un point d'attention concernant la lecture des QR codes ou du NFC. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que sur iPhone, qui aujourd'hui n'est pas disponible au niveau du NFC pour l'appli carte vitale, chose qui va changer, cet iPhone, quand il est présenté devant un lecteur qui combine les deux modes de lecture, qui sont le QR code et le NFC, va potentiellement réveiller Wallet sur le smartphone de l'assuré. Donc attention dans ce domaine-là, puisque quand l'assuré va présenter son iPhone, et ça n'est que sur l'iPhone, bien sûr, pas sur Android, hein, sur un lecteur qui fait les deux, le mode de lecture, qui fait du NFC et du QR code, l'iPhone trop près du lecteur va déclencher Wallet, ce qui va poser une petite problématique de questionnement, on va dire, côté agent d'accueil, ou alors carrément l'assuré qui ne va pas comprendre ce qui se passe, puisqu'il avait au préalable présenté un QR code et que quand il retourne sur son smartphone, il se retrouve avec un wallet qui est déclenché, mais qui n'est pas activé, puisque après il faut mettre une empreinte palmaire pour déclencher un paiement. Donc il n'y a pas de risque si vous voulez, mais c'est un désagrément temporaire qui existe aujourd'hui sur iPhone. Alors pour l'instant, donc nous au GIE, ce qu'on fait, c'est qu'on échange avec Apple pour résoudre cette problématique-là. Problématique qui avait d'ailleurs été éprouvée par d'autres grandes entreprises en France, comme la RATP ou la SNCF, sur leur borne de billets. Donc ils avaient exactement les mêmes problématiques que nous. Depuis ce matin, alors là c'est un scoop, je sais que Apple a répondu favorablement à nos demandes et donc cette contrainte aujourd'hui va être levée. Alors le délai, je ne le connais pas, je ne peux pas vous le donner, mais aujourd'hui on avance très très fort avec Apple et on va résoudre cette problématique de réveil de wallet intempestif, on va dire, sur les iPhones des assurés. Voilà. Donc nous, ce qu'on a demandé en attendant à l'ensemble des équipementiers, c'est de livrer leur lecteur qui combine le NFC et le QR code sans le NFC. C'est-à-dire il débraye le NFC par défaut. Ensuite, il appartiendra à l'éditeur ou au distributeur ou carrément à l'établissement de santé de réactiver le NFC très facilement en présentant la douchette devant le QR code qui permettra de réactiver le paramétrage du NFC. Voilà, on peut passer à... Voilà. Donc, là, je vais passer assez rapidement. Vous pourrez voir cet après-midi, quand vous aurez accès ou dès que vous aurez accès à l'espace industriel, la rubrique.
Donc là, j'ai voulu faire un peu comme ce qu'a fait Maud en début de réunion. La rubrique, elle se présente par une présentation de la rubrique, on va dire de façon assez sommaire. Les dernières informations dans le domaine des lecteurs. Donc là, par date, vous avez l'ensemble des informations et les liens utiles qui vous permettent d'aller voir tel ou tel équipement, telle ou telle préconisation, telle ou telle recommandation, tel ou tel livrable. Ensuite, vous avez un explorateur avec l'ensemble des livrables qui sont disponibles et quelques liens utiles, comme l'e-tool, aller directement accéder au catalogue produit du GIE, etc. etc. Alors, je crois que je dépasse quand même largement mon temps. Je vais essayer d'accélérer. Pour la partie explorateur, voilà le détail de ce que vous avez dans l'explorateur. Donc je vais passer à... Donc ça c'est pour la partie fixe, on va dire, tout ce qui est sur un bureau d'un accueil, par exemple. Donc là, voilà, je vous ai déployé tout ce qui est disponible aujourd'hui dans la rubrique. On peut passer à l'autre. Là c'est pour la mobilité. Alors je vous disais en début de présentation, nous avions une présentation des lecteurs en fait en fixe, mais aussi on a sur la mobilité quelques informations à vous passer qui pourraient vous intéresser. Alors on peut passer à, c'est surtout la notion d'intégrateur, d'offre intégrateur. Donc on va passer à l'autre diapo. Maud. Voilà. Ici, ce que j'ai voulu vous apporter comme information, c'est plutôt de l'opportunité de développement pour vous. C'est une offre intégrateur qui est disponible dans l'espace industriel. Donc, il y a 4 entreprises, Capel, Sensil et 3 entreprises, Capel, Sensil et Mobi IoT, qui sont en mesure de proposer des équipements mobiles qui fonctionnent soit sur du Linux, soit sur de l'Android 12, et qui permettent donc d'accueillir une application que vous développeriez sur ces équipements-là. Donc, en colonne, très simplement, vous avez un domaine d'application de l'éditeur, proprement dit, puisque l'ensemble de ces équipements peuvent accueillir des applications. Les SDK peuvent vous être fournis par ces entreprises, par ces fournisseurs d'intégrateurs. Voilà, on a principalement du Linux et de l'Android. On a aussi la possibilité pour quelques équipements d'accéder à une application via un navigateur. Les processeurs, c'est de l'Intel, du ARM principalement. On a surtout, ce qui est important de signaler, c'est le couplage de ces smartphones, de ces équipements avec des smartphones ou pas. Et aussi les bicoupleurs qui sont intégrés. Par exemple, si je prends la dernière ligne, le Mobi IoT ou l'S4+ de chez Capels, ce sont des équipements qui sont des smartphones durcis, qui sont en capacité de lire le QR code, le NFC, mais qui sont aussi en capacité de lire les cartes vitales et CPS. Donc, soit sous la forme d'add-on, qui sont directement intégrés dans l'équipement, soit carrément l'équipement intègre la possibilité de lire des cartes. Donc c'est susceptible de vous intéresser pour le développement d'applications mobiles. En termes de batterie, vous avez des batteries amovibles ou non, des écrans plus ou moins grands, la possibilité de lire du QR code NFC ou de la carte, et également en termes de connectique et de réseau, des équipements qui peuvent faire du Wi-Fi, qui peuvent faire du réseau cellulaire, qui peuvent faire de la téléphonie, et qui peuvent bénéficier de connectiques intéressantes comme l'USB-C. Donc voilà. Aujourd'hui, 4 équipementiers nous ont fait des propositions en ce sens et on travaille avec eux dans ce sens-là. Pour ce qui est des nouveautés, eh bien, on va accueillir prochainement Newland qui va venir avec un équipement qui va ressembler au Mobi IoT, qui est la 4e ligne du tableau, et un DistriCode aussi qui est susceptible qui pourrait être susceptible de vous intéresser aussi assez fortement. Est-ce que j'ai une autre slide derrière? Je ne sais pas. Oui, alors je pense que c'est le dernier. En termes de synthèse de messages, ce que je pourrais vous dire, c'est que, je préconise que vous
consultiez régulièrement la rubrique lecteur puisqu'elle évolue en permanence. Que vous privilégiez surtout les paramétrages, les lecteurs qui sont référencés chez nous. Donc pourquoi? Parce qu'ils sont déjà testés, ils sont connus par nous, on les a achetés, puis on connaît leur comportement et on connaît bien les équipementiers qu'il y a derrière. Il y a aussi des guides de démarrage rapide qui sont importants, donc inutile d'aller voir dans plein de documents et de lire tous les documents utilisateurs. Donc là, ça va à l'essentiel. Le paramétrage donc, des lecteurs QR code 2D en USB-COM, c'est notre préconisation. On n'interdit pas le HCLV français, à vous de voir. Alors, on débraye, on a demandé un débrayage donc, du NFC. Donc, on vous demandera de le réembrayer lorsque Apple aura résolu cette problématique-là au niveau de la lecture. Dans tous les cas, testez bien avec vos logiciels, vraiment, ou alors, si ce n'est pas possible, il faudra mettre en place un scénario pour regarder comment ça se passe avec les douchettes qui sont déjà dans les établissements. Donc là, on pourra vous aider, je ferai ce qu'il faut pour vous aider, enfin, du mieux possible. Essayez de nous remonter vos éventuelles problématiques lecteurs. Donc, on pourra, s'il s'agit d'un équipementier qu'on connaît, agir. Fournissez toujours les dernières versions de logiciel lecteur 4.0, c'est important. Alors, je ne sais pas si vous en utilisez, moi je pense que oui, mais privilégiez vraiment les utilisations de ces derniers firmware, notamment pour les TPE et les Priom 4 de chez Olakin. Vous verrez aussi que j'ai mis à disposition un guide d'intégration qui permet d'interagir depuis le poste de travail sur des lecteurs de type TPE ou Priom 4. Donc, c'est intéressant de le regarder puis de voir un peu quelles sont ces commandes intelligentes que met Olakin à disposition. Et puis, si vous avez des besoins de réel en termes d'applications mobiles, contactez-nous. On pourra vous mettre en relation avec des gens qui savent faire, qu'on connaît déjà, si vous voulez développer de la mobilité dans les établissements. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et pardon de la longueur. Merci Bernard. Donc, comme vous l'avez compris, Bernard, c'est l'expert en lecteur, donc n'hésitez pas à le contacter avec son équipe pour avoir plus de renseignements. On va maintenant passer aux modalités d'autorisation. Donc, je vais demander à Laurent de développer ces slides. Laurent, tu es avec nous? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, donc sur la partie procédure d'autorisation, donc on est maintenant au niveau du process, toutes les procédures sont uniformisées, hein, quel que soit le domaine aujourd'hui, avec notre nouveau site par lequel vous accédez via votre espace personnel. Donc du coup, au niveau de la procédure, donc il y a la partie spécification. Bon, ça c'est pas revenir dessus parce que le GIE a très bien expliqué cette partie-là. Donc, la partie espace industriel du GIE et la partie espace personnel éditeur du CNDA pour les conditions contractuelles. Voilà la partie spécification entre guillemets. La partie engagement, donc là c'est auprès du CNDA, donc c'est sur la signature des conditions contractuelles. Hein, comme je disais, ça c'est un document qui est maintenant valide sur l'ensemble de nos procédures, qui est étendu sur l'ensemble de nos procédures, avec donc lors de l'engagement, la signature des conditions, le numéro d'autorisation qui vous est attribué pour faire les tests, et bien sûr l'accès au package de tests comme c'est le cas dès que vous avez accès à notre site et qu'on vous délivre le plan de test. La partie développement, voilà, ça c'est celle qui c'est la partie principale qui nous concerne, avec la partie support évidemment pour les échanges. On a parlé des lecteurs, mais après sur la partie évidemment des SFG ou des tests, ça sera pour la partie SFG plutôt le GIE, et la partie des tests sera plutôt le CNDA. Des fois, nous, on routera également vers le GIE si ce sont des questions d'ordre technique aussi, évidemment. Après, donc, le passage des tests au CNDA, donc c'est ce que je disais, hein, c'est ce qu'on a sur l'ensemble de nos procédures. Donc, le dépôt d'un dossier de preuve sur l'espace personnel CNDA, l'analyse des preuves de test,
Et évidemment la deuxième partie avec les tests en distanciel, hein, sur l'oral, comme on dit aussi, cette partie-là, avec la délivrance au final de numéro d'autorisation et l'affichage de la conformité sur notre site. Voilà, tout ça, c'est vraiment de la procédure habituelle, hein, par rapport à ce que vous connaissez sur les différents domaines. En tout cas, ça se rapproche, c'est exactement le même process que sur les autres domaines. Et après, voilà, la partie déploiement qui est suivie aussi également par le GIE, cette partie-là. Donc voilà, sur la partie contractualisation. Donc là, j'ai fait un petit focus sur la partie espace personnel qui vous renvoie sur notre nouveau site avec les conditions contractuelles. Bon, ça c'est la partie qui est à gauche, là, le petit texte en latin. À droite, on a la partie justement affichage à proprement parler de l'interface avec l'authentification sans CPX, avec CPX, les conditions qui sont les emails Gmail ou G Suite, hein, pour la partie AppCV. Ça, c'est quelque chose de Applicard Vital, pardon, c'est quelque chose de spécifique par contre. Donc, les prérequis, voilà, c'est défini dans les documentations, c'est ce qu'on disait, les possibilités de lire les QR codes, lecture NFC. Et voilà, donc ce que je disais, le CNDA fournit le numéro d'autorisation qui est intégré dans les requêtes SOAP et REST, puisqu'on a dit qu'il y avait les deux technologies en fonction du mode d'authentification. Donc voilà, donc sur le détail, donc dans la suite de la procédure, donc c'est l'éditeur choisit le guide de test qu'il veut réaliser par rapport au mode d'authentification avec CPX ou sans CPX. Donc il y a les deux phases que j'ai décrites, hein, la procédure d'autorisation est réalisée en deux phases. Et puis voilà, là ça rentre un peu plus en détail, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais ça rentre un peu plus en détail sur les numéros d'autorisation qui est fourni pour qu'il soit intégré dans les flux SOAP ou REST. Ouais. Je vois qu'il y a une question qui est passée. Tu vas essayer de répondre juste après. Ouais. Comme tu veux, tu préfères répondre après, Laurent? Non, on peut regarder, ça dépend de la difficulté de la question, en fait, c'est ça. Alors, je lis la question. Les deux modes avec et sans CPE sont-ils dans la même certification CNDA ou peut-on les passer séparément? Alors, il y a bien deux guides de test, deux guides de test différents, oui, tout à fait. Donc, avec CPX ou sans CPX, c'est ce que je disais. CPE, ça en fait partie, oui, tout à fait. Donc, c'est bien deux. Ça peut être intégré en même temps ou séparément, tout à fait. Donc voilà, ça c'était juste un exemple de test. En tout cas, voilà, c'est pour montrer que il n'y aura pas un gros bouleversement en termes de présentation au niveau des tests. Ça sera ce que vous avez l'habitude de voir sur CDRI par exemple, ou sur d'autres téléservices. Donc voilà, ce qui change, c'est que c'est une nouveauté, en tout cas l'Applicard Vital sur la partie établissement de santé, mais au niveau du guide de test, on sera sur des standards que vous connaissez par rapport à ça, quoi. Très bien, merci beaucoup Laurent. Alors maintenant, la mise à disposition des environnements. Donc pour l'environnement de test, l'arrivée devrait être très imminente. Donc pour l'instant, l'environnement n'est pas disponible, mais très prochainement, on vous en informera, hein, dès que ce sera disponible. Et pour l'environnement de production, la date est à confirmer. Je ne sais pas, Jean-Baptiste, si tu veux intervenir sur ces points-là. Par rapport à la production, on devrait être sur la fin du troisième trimestre. Effectivement, on vous donnera plus d'informations dans les semaines, les mois à venir. Mais effectivement, je pense que ça sera fin T3. Le planning est bien sûr à confirmer. Voilà. C'est ce qu'on vise. C'est ce qu'on vise. Ouais. Pour l'environnement de test, on dit que c'est imminent, c'est parce que c'est de l'ordre de. Ça doit être la semaine prochaine, hein, donc c'est vraiment. C'est pour ça qu'on parle d'imminent. Voilà. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. Donc là, j'ai quelques consignes générales de communication à vous transmettre.
Donc, sur les règles de nommage, donc en fait, on dit appli carte vitale. On utilise ce terme et vous notez qu'il y a donc sur le A d'appli et le C de carte, donc c'est en minuscule. Il y a juste le V de vital qui est en majuscule. Pour une version raccourcie, en général, on utilise le terme d'application et non appli. Et surtout, bannissez de vos coms et de vos logiciels les termes appli CV ou app de CV ou e-carte vitale ou e-CV ou app CV avec le tiret. Donc voilà, vous avez ici le logo avec la charte graphique et les codes couleurs. Donc, vous pouvez les utiliser donc, dans toutes vos communications et dans vos solutions logicielles. Et ces éléments graphiques, en fait, sont au niveau de l'espace industriel dans la rubrique éléments graphiques.